Bonjour à tous et bienvenue dans Direct Politique, votre émission de politique sur le web. Ce matin, nous recevons Hervé Morin, bonjour. Bonjour. Président du Nouveau Centre et tête de liste pour les élections régionales en Normandie. À mes côtés pour présenter cette émission, Anne-Laetitia Béraud, journaliste politique à 20 minutes. Bonjour. 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 Chers internautes, vous connaissez le principe de l'émission. Vous avez une trentaine de minutes pour réagir et commenter. Vous pouvez également vous poser votre question à Hervé Morin. Je me ferai un plaisir de les lui retransmettre. Donc, selon le dernier sondage BVA, on s'oriente vers une triangulaire en second tour en Normandie, que vous gagnerez d'une courte tête. Est-ce que vous êtes prêt à tendre la main au PS pour éviter une victoire du Front National ? Écoutez, je ne vois pas bien comment on pourrait être dans une hypothèse de ce genre. En vérité, il y a une configuration, si j'en crois ce sondage, qui mérite d'être pris avec circonspection, à 5 semaines d'une élection, avec un taux de participation qu'on ne connaît pas. Enfin, il y a quand même beaucoup d'incertitudes. Voilà, on est dans un schéma dans lequel la question qui se posera aux Normands, c'est est-ce qu'ils veulent reconduire une majorité socialiste à la tête de la Normandie ou est-ce qu'au contraire ils veulent l'alternance avec nous? Il n'y a pas d'autres hypothèses que celle-ci. En revanche, qu'on est ensuite dans la gestion de la région, une gestion dans laquelle on considère qu'on ne rentre pas dans le sectarisme politique, comme ça a été en Haute-Normandie pendant des années où l'opposition n'avait absolument aucun droit, où tout était bouclé, cadenassé, verrouillé. Ça, moi, je le souhaite. Je souhaite que quand on aborde des questions territoriales, régionales, la politique portuaire, la politique des infrastructures, on puisse avoir un débat serein dans lequel, comme dans un conseil municipal, on fait une place à tout le monde. Mais la question, elle n'est pas le Front National ou pas le Front National. La question, c'est est-ce que le Front National favorise le maintien du Parti Socialiste? Ça, oui, puisque c'est le sujet, le PS ayant depuis des jours une stratégie extrêmement claire de favoriser la progression du Front National pour essayer de garder des élections qu'a priori ils ont perdues. Mais sur le reste des régions, il y a un vrai malaise sur le Front républicain, puisque soit le PS décide de rester dans le cas où il est troisième, et dans ce cas laisse une place au Front National, ou alors il se retire et cesse complètement d'exister. Est-ce qu'en général, dans les régions, la droite pourrait vraiment gouverner avec le Front National uniquement? Non, nous, on n'a pas... Il ne s'agit pas de gouverner avec le Front National, ça n'est même pas question. Mais la question, elle est extrêmement simple. Dans toutes les régions, nous sommes, nous, qualifiés pour le second tour. Donc il faut qu'on aille jusqu'au bout. Ni Front républicain, ni compromission avec le Front National. Voilà, c'est aussi simple que ça. Et donc il faut avancer et dire aux Français qu'à chaque fois que, je parle notamment de notre électorat qui parfois est tenté d'aller vers l'extrême droite, je leur dis voilà, chaque fois que vous faites ce choix-là, vous favorisez le Parti Socialiste. C'est aussi simple que ça. Aujourd'hui, on est dans une période de rejet de la majorité. Est-ce que le Front National qui critique tant la droite que la gauche, est-ce que ce serait un mal que le Front National obtienne une région, soit aux responsabilités et ait l'épreuve du pouvoir? L'épreuve du pouvoir, on peut toujours se dire ça comme ça. En effet, on peut toujours se dire que finalement, il faut qu'à un moment, ils exercent ce pouvoir pour qu'on démythifie cette histoire. En même temps, nous, on a mis des propositions sur la table. Je prends mon cas de figure pour prendre la Normandie, même si la menace du Front National, a priori, n'existe pas. Moi, j'ai construit un programme sur une idée simple. La meilleure des politiques sociales, c'est l'emploi et ça passe par l'entreprise. Donc j'ai une politique inspirée de ce qui peut se faire en Israël, qui peut se faire au Québec, qui se fait en Allemagne, qui construit un programme pour faire en sorte qu'on ait des entreprises normandes, en l'occurrence, musclées, pour favoriser leur développement et pour faire en sorte qu'elles puissent créer de l'emploi. Et donc nous, on doit défendre nos propositions, démontrer que le changement est possible. Vous voyez, hier soir, j'étais à Yvetot. Il y avait Antoine Ruffnac, l'ancien maire du Havre, nous a fait le plaisir et l'honneur d'être sur la liste en dernière position symboliquement. Et bien souvent, face à des compatriotes qui doutent de la politique, je leur disais, vous voyez, il y a des exemples concrets où la politique peut changer les choses. Le Havre. Le Havre, c'était Stalingrad, il y a une trentaine d'années. Personne n'imaginait qu'il puisse y avoir de l'espoir au Havre. Antoine Ruffnac a transformé sa ville, qui est une ville où il y a une vraie réussite en matière d'architecture, d'urbanisme, de développement, d'attractivité. Et donc, on voit bien que des élus peuvent transformer les choses. Et au moment où il y a tant de doutes sur la capacité des politiques, sur leur impuissance, au moment où il y a tant de doutes en matière de confiance, il faut que nous soyons ceux qui démontrions par les régions
qu'on peut en effet redonner de l'optimisme au pays. La région, en quelque sorte, notre politique régionale, c'est le laboratoire de ce qu'on est en capacité de faire à partir de 2017. Alors, juste avant justement de passer sur le fond, il y a Yves Gégaud qui propose de faire une réforme pour empêcher les triangulaires. Donc, ce serait que les 2 premiers partis qui seraient au second tour. Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, j'aime pas l'idée de casser les thermomètres pour éviter de savoir si on a de la fièvre. Le pays est dans une profonde période voilà, la France a perdu ses repères. Les Français sont dans le doute, ils n'ont plus confiance dans le futur, l'optimisme a quitté le pays alors qu'il y a tellement de potentiel. Quand vous êtes en période de campagne, vous allez dans des tas d'entreprises, de start-up, d'entreprises innovantes, de gens qui ont de l'énergie. Et donc il y a la capacité pour le pays de se redresser. Mais ça ne sert à rien d'aller créer des modes de scrutin pour empêcher les choses. Les Français ne se feront jamais voler la démocratie. Donc, évitons toutes ces histoires-là. Il y a un mode de scrutin. Il est en effet pour nous plus difficile. Il est évident que s'il n'y avait que 2 qualifiés, nous gagnerions toutes les régions, pour faire court. C'est pas schéma. Mais je veux dire, c'est pas le sujet. Le sujet, c'est remettre le pays sur les rails, redonner confiance aux Français et leur démontrer que la reconquête économique du pays passe par les territoires. Il y a des questions nationales, le droit du travail, la fiscalité, les absurdités diverses et variées, dont le florilège est assez formidable depuis quelques jours. Mais moi, je souhaite que nous ayons confiance en nous-mêmes et que nous ne cherchions pas des artifices de mode de scrutin. Alors, on va passer une petite séquence, le pour-contre. Donc, on va vous soumettre... Gêne les pour-contre parce qu'en général, c'est tellement court qu'on est toujours sur des trucs assez réducteurs. Mais enfin bon. On va essayer. En tout cas, on va effectivement vous soumettre des propositions. Vous nous dites si vous êtes pour ou contre et en un mot, pourquoi. Avec 2 mots d'explication. Voilà, exactement. Donc, pour ou contre la gratuité des transports scolaires en Normandie d'ici 2017. C'est une proposition de votre candidat, de votre opposant socialiste, pardon. Je fais déjà la gratuité scolaire dans ma communauté de communes. Donc qu'on puisse examiner la gratuité scolaire dès lors que l'école est obligatoire. La gratuité des transports scolaires, pardon. Oui, des transports scolaires, j'ai bien compris. J'ai dit quoi, scolaire? Oui, mais enfin, bon. des transports scolaires. Pourquoi pas? Je le fais dans mon canton. Mais il faut que ce soit sur la partie de l'école obligatoire. Sur l'écotaxe, la mise en place d'une écotaxe régionale, est-ce que vous seriez pour ou contre? Non, je suis défavorable à tout nouvel impôt et encore plus dans une région dans laquelle la logistique est un des acteurs économiques majeurs. Un titre de transport unique au niveau des transports, c'est une proposition du candidat écologiste. C'est marrant parce que ils sont au pouvoir, tous ceux-là, mon opposant dont vous parliez. Ils sont à la tête de la région depuis, 1998-2015, depuis 17 ans. J'ai envie de leur dire, mais pourquoi vous ne l'avez pas fait avant? Donc pour? Pourquoi? Pour le titre de transport unique? Mais le titre de transport unique, ça impose de mettre tous les acteurs du transport ensemble. C'est une de mes propositions. Mais j'ai envie de leur dire, vous avez eu les métropoles, puisque bien entendu, une partie de la question s'adresse aussi aux métropoles qui font le transport urbain. J'ai dit, mais pourquoi vous ne l'avez pas fait? Et donc, toujours sur les transports, est-ce que vous seriez pour ou contre la mise en place d'une navette régulière en train entre Caen et Rouen? C'est ma proposition. Et donc, voilà. Si vous voulez construire la métropole de demain, il faut faire en sorte qu'il puisse y avoir un flux quotidien, régulier, permettant de construire l'université normande. Vous ne pourrez pas construire l'université normande si les étudiants ne peuvent pas se déplacer d'un pôle universitaire à l'autre. Si vous voulez permettre aux salariés d'aller travailler le matin en train plutôt que de prendre leur voiture, aux lycéens d'aller au lycée, si vous voulez permettre à un fonctionnaire ou un chef d'entreprise de se rendre d'une ville à l'autre dans ce triangle magique que représente Caen, Rouen, Le Havre, vous devez avoir un moyen de transport régulier. D'où une navette toutes les demi-heures, aux heures de pointe, entre Caen et Rouen, permettant de faire ça en plus d'une heure. Et ça, c'est la responsabilité des socialistes qui ont purement et simplement abandonné le train en Normandie depuis des décennies. On va maintenant prendre une question d'internaute. Donc nous avons Aurélien qui vous demande, vous promettez sur la durée de votre mandat de doubler le nombre de bénéficiaires de formation en alternance. Concrètement, comment vous faites? Eh bien, le gouvernement a tellement fait de yo-yo sur l'apprentissage que l'apprentissage a baissé de près de 20% en Normandie. Et les nouvelles mesures sur l'apprentissage sont, stupides. Il y avait le feu dans la maison. Donc globalement, qu'est-ce qu'on a inventé comme nouveau système? J'en profite pour développer parce que c'est extrêmement intéressant. On a fait le yo-yo pendant des années, ce qui fait qu'aujourd'hui, les maîtres d'apprentissage disent
moi je ne prends plus d'apprentis. On m'a tellement trompé, on m'a tellement expliqué qu'on avait tel système d'aide et puis finalement tel autre, que j'arrête. Temps 1, plus la crise, donc effondrement de l'apprentissage en Normandie. La région, Haute-Normandie, a refusé de compenser la réduction des aides de l'État. Très bien, nous en sommes là. Aujourd'hui, nous avons un dispositif où globalement les apprentis deviennent gratuits entre 16 et 18 ans. Ce qui est une erreur. Quand vous avez un salarié, puisqu'un apprenti est un salarié, même s'il est en formation, il doit avoir un coût pour l'entreprise. Ça ne doit pas être gratuit, cette histoire-là. Un salarié, il doit y avoir, en quelque sorte, une partie qui doit être payée par l'entreprise. Et deuxièmement, c'est une erreur parce que pour le salarié, en quelque sorte, montrer qu'il n'a pour l'entreprise aucune valeur, si je puis dire, entre parenthèses, ça démontre aussi, ce n'est pas une façon de le valoriser, de reconnaître ce qu'il fait. Donc concrètement, vous baissez. Ça, c'est une erreur. Bon, ça existe. Mais c'est un deuxième effet. C'est que ça évince tous ceux qui ont plus de 18 ans. Parce qu'à partir de 18 ans, ça veut dire que l'apprenti va coûter 1 300, 1 400, 1 500 euros par mois pour, grosso modo, un mi-temps. Et donc, en clair, quand vous regardez les choses, il y a des centaines, j'allais dire des milliers de jeunes de plus de 18 ans qui aujourd'hui recherchent un maître d'apprentissage parce que le dispositif du gouvernement a évincé tous ceux de plus de 18 ans. Donc moi je propose une prime de 5 000 euros pour chaque apprenti de plus de 18 ans puisqu'en plus l'économie recherche aujourd'hui des gens mieux formés, donc plutôt des gens de CAP, les gens recherchent au lieu du CAP plutôt des gens de BP, première chose. Deuxième élément pour favoriser l'apprentissage, il faut faire connaître les métiers. Donc il faut qu'il y ait une politique de communication extrêmement précise. J'ai fait des propositions, je ne rentre pas dans le détail, mais pour faire connaître les métiers. Troisième élément, il faut, puisque désormais c'est une compétence de la région, il faut transformer l'orientation pour que l'apprentissage ne soit pas vécu comme une voie de garage. Et cinquième élément, mettre en place, valoriser l'apprentissage comme peut le faire l'Allemagne à travers ce qu'on appelle les masters apprentis, etc. Pour faire en sorte qu'il y ait en quelque sorte une espèce d'olympiade des métiers, qu'on démontre que ces métiers sont des métiers dans lesquels on trouve un boulot, où on est bien payé et où on peut être vers l'excellence. Donc on va avoir une politique globale que je construirai avec l'ensemble des acteurs de l'artisanat, du commerce, pour que nous puissions en effet augmenter le nombre d'apprentis en Normandie. On a une autre question d'une internaute qui s'appelle Nadia et qui nous dit qu'on est à quelques semaines de la conférence internationale sur le climat à Paris. Ouais. Et qu'est-ce que vous pourriez faire pour inciter les Normands, puisqu'elle est normande, à utiliser des véhicules moins polluants? Eh bien, sur les véhicules, il faut que, j'allais dire, sur les véhicules, les choses sont simples. Il y a l'installation progressive de bornes électriques dans les communes. Je suis en train d'installer dans ma petite commune rurale des bornes électriques pour permettre. Et ça coûte extrêmement cher? Non, c'est pas très coûteux. On a mis en place des dispositifs avec les syndicats. Non, ça coûte pas une fortune, franchement. C'est tout à fait faisable. Donc il y a bien entendu l'installation des points électriques. Et plus globalement sur le réchauffement climatique, moi je propose une chose. C'est qu'au titre de ce qu'on appelle les contrats de performance énergétique, on est un grand programme d'éco-construction sur les lycées. Donc je lancerai un grand programme avec un grand énergéticien pour que, au titre de ses obligations en termes de réduction de la trace carbone, il puisse financer la rénovation des lycées. Le département de la Manche l'a fait avec un grand producteur d'énergie nationale. Ils ont pu rénover tous les collèges en 3 ans avec une contribution publique extrêmement faible. Ce qu'ils auraient pu faire en 15 ans, ils l'ont fait. Ce qu'ils n'auraient fait qu'en 15 ans, ils l'ont fait en 3 ans. Bien. Là, vous parlez d'éco-construction, ça coûte extrêmement cher. Non, là, avec ce qu'on appelle des sociétés de tiers-financement et des contrats de performance énergétique, le département de la Manche a financé en 3 ans plus de 20 millions d'euros de travaux, a fait faire plus de 20 millions d'euros de travaux financés par EDF, pour ne pas le citer. Bien, moi je ferai la même chose avec les grands énergéticiens français pour la totalité des lycées normands. Ça représentera 200 millions d'euros de travaux. Et donc ce sera 0 € pour la poche des Normands? Il y a une petite contribution d'équilibre, mais faible par rapport au volume considérable d'investissement qu'une collectivité ne pourrait réaliser qu'en 10 ans ou en 15 ans. Deuxième élément, je proposerai aux communes un bilan carbone de tous leurs bâtiments, financés en grande partie par la région. Je dirais, voilà, je vous finance à 80% votre bilan carbone.
Et ensuite, on mettra en place une société de tiers-financement, qui est une société qui permettra aux collectivités locales de faire financer leurs travaux par les économies d'énergie réalisées par leurs bâtiments. En gros, est-ce que vous pouvez résumer les coûts de cette politique ambitieuse sur l'énergie? Sur les lycées, quasiment rien. Et sur les collectivités locales, c'est un mécanisme extrêmement simple qui, au contraire, est très, n'appelle pas de grandes contributions publiques, puisque c'est une société de tiers-financement qui finance les travaux et dont le remboursement s'effectue à travers les économies d'énergie réalisées. Donc au contraire, c'est un moyen de pouvoir éviter la dépense publique tout en permettant d'avancer dans cette voie-là. On va passer à une question d'actualité. Demain, la ministre du Travail, Myriam El Khomri, présentera en Conseil des ministres ses orientations pour une réforme du droit du travail. Donc il s'agira notamment d'ouvrir la négociation collective dans les branches et dans les entreprises. Est-ce que ça va dans le bon sens? Mais vous voyez qu'on ne va rien faire, en vérité, encore. Vous vous rendez compte qu'on nous a annoncé, c'est en quelle année ça? C'était en 2013, le grand accord qui allait révolutionner le droit du travail. On nous a refait une autre réforme du droit du travail combien de temps après? 1 an plus tard. Et on nous en fait une 3e. Vous vous rendez compte? L'instabilité juridique, l'incertitude dans laquelle vous mettez l'ensemble de l'économie. Tout ça n'a pas de sens. Tout ça en plus pour ne rien bouger au fond. Pour ne rien bouger au fond sur les vrais sujets fondamentaux qu'est la durée du travail, comment s'organise-t-elle, comment est-elle fixée, puisqu'on nous annonce d'ores et déjà qu'on n'aura pas le droit de toucher cette question. Deuxièmement, sur les formes contractuelles, comment donne-t-on plus de souplesse pour permettre aux entreprises d'embaucher plus rapidement, plus facilement dès lors que ça va mieux. Bref, sur tous les sujets centraux du droit du travail, on n'a aucune transformation. Donc c'est une annonce de plus pour pas grand-chose. À propos du contrat unique, est-ce que ça peut introduire, ce contrat unique, plus de précarité? Est-ce que c'est ce que vous proposez, vous, un contrat unique? Moi, j'ai proposé avant tout le monde ce que tout le monde propose aujourd'hui. Ça fait des années que je propose la même chose. Moi, je me suis inspiré d'un certain nombre de rapports qui ont été faits il y a quelques années. J'ai travaillé avec des gens comme Francis Kramartz, qui avait été à l'origine d'un rapport il y a 7-8 ans. J'ai beaucoup travaillé sur ces questions-là. Ce que je sais, c'est qu'il faut qu'il y ait un dispositif. Alors moi, je propose le contrat de travail unique. Ce qu'il faut, c'est dire aux Français qu'aujourd'hui, devant l'incertitude, devant l'inquiétude que peut représenter le fait d'être obligé de se séparer d'un salarié, parce que les chefs d'entreprise, par nature, n'ont aucune envie de se séparer d'un salarié. Dès lors qu'il fait son boulot, on a toujours envie de le garder. Face à cette incertitude-là, incertitude juridique, incertitude prud'homale, les entreprises renoncent à embaucher. C'est ça la réalité. C'est ce qu'on entend tous les jours. Oui, mais la question, est-ce que ça peut introduire de la précarité, cette notion de contrat? La plus grande précarité, c'est celle qui fait que vous avez des millions de chômeurs en France. Moi, ce que je veux, c'est que les Français puissent avoir du boulot. Et donc, tout ce qui peut inciter les entreprises à aller vers le marché du travail, c'est une bonne chose. Aller rechercher des collaborateurs et des salariés. C'est ça la plus grande des précarités. Ce n'est pas celle d'avoir un droit du travail qui, en effet, est plus souple, qui permettra à une entreprise de se séparer de salariés si malheureusement le carnet de commandes s'affaiblit. C'est ça la réalité du sujet. Il faut qu'on change le processus. On a tellement rigidifié le droit du travail que, on empêche la création d'emplois, et deuxièmement, on a précarisé les salariés. Parce que ce que les Français savent bien, c'est qu'en vérité, face à ce droit du travail rigide, 85% des embauches sont des embauches sur des contrats de travail de moins de 3 mois. Voilà la réalité du sujet. Mais la négociation collective, justement, qui est proposée par la ministre du Travail, ça assouplit un petit peu. La négociation collective, mais en même temps, nous explique que le référendum n'est pas possible, etc. Enfin voilà, donc on verra ce que ça donne. Mais je dis que 3 réformes du droit du travail en l'espace de 4 ans, ça démontre à quel point tout ça n'est pas fait comme il faut. Passons à une autre compétition, à d'autres négociations. Parlons des primaires de la droite et du centre en novembre 2016, qui donnera donc le champion de la droite et du centre pour la présidentielle. Jean-Christophe Lagarde, le président de l'UDI, donc, souhaite attendre le printemps prochain, 2016, pour prononcer sur la participation de l'UDI ou non à la primaire, à cette élection interne. Est-ce que vous souhaitez aller un peu plus vite? Alors, est-ce que, à titre personnel, vous avez engagé des négociations? Moi, je pense qu'il faut que... Bon, pour l'instant, honnêtement, moi, je suis dirigé
est tendue vers un seul objectif que sont les 6 et 13 décembre. Bien. Mais ce que je dis, c'est que discuter des conditions de l'organisation des primaires, c'est la moindre des choses. Le faire maintenant. Pouvoir voir comment ça va s'organiser pour faire en sorte que nous puissions être à égalité dans les candidatures, comment s'effectue le contrôle de l'insincérité du scrutin. Toutes ces questions-là, on doit au moins se les poser pour savoir si on participe ou non. Et du coup, vous avez commencé à négocier avec les Républicains ? Je n'ai rien négocié, mais j'en ai parlé avec les Républicains, globalement. Bon, ça, c'est la première question. La deuxième qui se posera pour nous, c'est est-ce qu'on a un candidat ou non ? Bon, moi, je dis que si on a un candidat pour faire 1%, ça ne sert à rien. Bon, voilà. Donc, est-ce qu'on a un candidat capable de pouvoir faire un bon score ? Je ne le crois pas. Donc à partir de ça, la question qui se posera pour nous, c'est est-ce que l'UDI a un candidat assez primaire ou est-ce qu'au contraire nous soutenons un candidat qui est proche de nous ? Voilà, cette question-là sera ouverte, on l'ouvrira en temps et en heure, et ça on la posera, j'allais dire, en mars. Justement, nous avons une internaute, Ingrid, qui vous demande derrière quel candidat des Républicains vous aimeriez vous ranger ? Eh bien, moi je ne suis pas sur ce schéma-là. Pour l'instant, j'ai un objectif que sont les régionales. Vous avez une petite idée peut-être ? J'ai d'ores et déjà indiqué que cette candidature aux régionales avait pour moi 2 conséquences. La première, c'est que je ne serai plus parlementaire. Et la deuxième chose, que je renonçais à l'avance à rentrer au gouvernement en 2017 si on me le proposait. Donc, je vais faire les choses dans son temps. Je compte bien m'exprimer sur les primaires, mais pour moi, je vis cette campagne avec enthousiasme. C'est une chance extraordinaire que d'écrire une nouvelle région. Vous vous rendez compte, vous écrivez une page blanche. Vous avez à réécrire toute une politique régionale, à construire une gouvernance nouvelle. Et donc ça m'occupe. Parlons d'une nouvelle page blanche. Ouais. Je dérive un peu sur Ramayad, qui a été Ouais. exclue du Parti radical. Pour elle, le futur, c'est une page blanche. Est-ce que c'est pas mauvais pour la famille centriste, les familles centristes, de ne plus avoir Ramayad ? Qui est une personnalité très populaire auprès des Français. Écoutez, bon, moi j'ai constaté ça. Honnêtement, j'ai pas regardé beaucoup plus que le fait que j'ai découvert que le Parti radical avait décidé d'engager cette procédure ou l'avait fait. Mais l'UDI est une maison dans laquelle il y a déjà plusieurs formations politiques. Et deuxièmement, l'UDI, on peut adhérer à l'UDI de façon directe. On n'est pas obligé de passer par un parti source, comme on appelle ça, puisque c'est une fédération de partis, l'UDI. Donc Ramayad peut tout à fait être encore membre de l'UDI, au-delà d'être simplement membre du Parti radical. Donc vous lui demandez de revenir à vos côtés. Qu'elle reste là, qu'elle reste à l'UDI, sans aucun problème. Ou de rejoindre le nouveau centre dont vous êtes le président ? Je dis que Ramayad a sa place à l'UDI parce que ça me semble la bonne réponse à faire. On ne doit pas rentrer dans des espèces d'antagonismes divers et variés. On va maintenant parler de la Syrie et de tout ce qui se joue, puisque la semaine dernière avait lieu une réunion internationale à Vienne. Il y avait notamment la Russie qui était à la table des négociations, mais également l'Iran pour la première fois. Est-ce que vous jugez que c'est une bonne chose ? C'est ce que je demandais depuis des semaines. Quand j'évoquais cette question, je disais que les choses ne pourraient pas se régler sans l'Iran, qui est un acteur majeur, qui est celui qui combat sur le terrain avec ses forces. Et donc, vous ne construirez pas une réponse dans la région sans l'Iran. Donc, oui, l'Iran a sa place. Dès lors que la question nucléaire est réglée, l'Iran doit être autour de la table. Vous êtes ancien ministre de la Défense et vous avez vu donc que les négociations entre les Occidentaux et leurs alliés arabes et de l'autre côté avec les Russes butent sur le sort du président contesté, Bachar el-Assad. Comment on résout ce problème ? Il faut se fixer comme objectif, il faut très clairement indiquer que Bachar el-Assad n'a pas vocation à rester et accepter l'idée qu'il y ait une phase de transition dans laquelle on construise cette réponse qui amène au départ de Bachar el-Assad. Voilà. Mais il faut accepter l'idée aussi que nous puissions avoir un dialogue politique qui soit le plus large possible. Dialogue politique le plus large possible, mais dont on sait que l'élément final, c'est que Bachar el-Assad ne sera plus au pouvoir. Est-ce qu'il y a un calendrier Mais il participerait à une phase de transition. Oui, il participera. Qu'il y ait des représentants pour discuter de cette phase de transition, il va bien falloir le faire à un moment ou à un autre, ça ne fait aucun doute. Et d'ailleurs, François Hollande, comme vous l'avez vu, a évolué dans sa dialectique depuis quelques semaines. Bachar el-Assad est un criminel et un assassin, et donc il n'a pas vocation à rester. Qu'en revanche, il faille discuter avec tout le monde, ça ne fait aucun doute.
Voilà, c'est ça le sujet. Donc il faut construire cette réponse. Il y a une réponse politique, il y a probablement une réponse militaire. J'ai toujours défendu l'idée de créer des zones sécurisées sous protection des casques bleus armés pour être en capacité de répondre. Type la FINUL dans le sud du Liban. Dans le sud du Liban. Pour vous, c'est un bon exemple, la FINUL dans le sud du Liban? Moi, ce que je veux, c'est que les Syriens se disent qu'à nouveau, leur avenir est dans leur pays. Et pour ça, ça impose de créer des zones sécurisées qui est un moyen à la fois de protéger des populations et deuxièmement d'adresser un message à toutes celles et tous ceux qui ont quitté la Syrie, qui s'interrogent sur le fait éventuellement d'aller en Europe. Donc face à ça, je dis qu'il faut qu'on construise ces zones-là. Vous parliez de construction militaire et construction politique. Mais j'entends bien que je suis opposé à l'idée de forces terrestres intervenant massivement sur le territoire pour faire la guerre. Parce que ça, c'est l'enlisement avec les risques qu'on a connus. Et on a en mémoire deux guerres récentes qui démontrent que c'est extrêmement compliqué. En parlant de la négociation internationale, vous évoquiez récemment sur Twitter, vous disiez qu'il faut faire évoluer l'ONU. Notamment dans sa composition et dans les modes de décision de ces institutions. Est-ce que vous pouvez préciser? C'était au moment... voilà, ce que je voulais dire, c'est que les Nations Unies, aujourd'hui, sont un modèle de 1945. Et il faut que ce modèle-là évolue. Le Conseil de sécurité des Nations Unies, tel qu'il a été construit, est un modèle obsolète. Il faut que nous allions vers une représentation et des modes de décision des Nations Unies qui intègrent le fait qu'aujourd'hui, il y a des puissances régionales majeures qui doivent participer à la délibération. Les 5 membres permanents du Conseil de sécurité, c'est une histoire de 1945. Mais concrètement, on amène l'Iran au Conseil de sécurité? Non, ce n'est pas l'Iran. Je veux dire, c'est qu'il y a toute une série de pays émergents, il y a la question de l'Allemagne, etc., et la représentation de l'Europe. Bref, on voit bien... Il faut avoir en tête un certain nombre de choses. Je lisais ça il y a 3 semaines ou 1 mois. L'Indonésie aura un PNB supérieur à la France dans 20 ans. Bon, on voit bien que cette représentation du Conseil de sécurité de 1945, des gagnants de la guerre, tout ça, ça n'a plus de sens. Bon. Parlons de l'Indonésie. L'Indonésie n'a pas forcément une volonté farouche de régler le conflit. Je prends un exemple, parce que comme vous êtes plus jeune que moi, mais moi je suis allé en Indonésie en sac à dos il y a 20 ou 30 ans, on ne pouvait pas imaginer ça. Bon. Ça, c'est le premier point. Le deuxième, il faut qu'on crée un modèle beaucoup plus collaboratif. Et c'est là où l'Europe a un rôle majeur à jouer. L'Europe a créé un système unique au monde, un système de coopération entre les États, créant un ordonnancement juridique qui s'impose aux États. Ce système-là, il est unique. Ce système-là, il devrait inspirer la construction du monde de demain. Quand vous avez face à vous des problématiques comme le réchauffement climatique, les matières premières de plus en plus rares, la question des ressources naturelles plus globalement, de la protection des espaces, toutes ces questions-là imposent des modèles collaboratifs. Et nous avons inventé un modèle collaboratif. Et donc, de cette inspiration, de cette construction européenne, on doit imaginer les Nations Unies de demain. Donc, c'est une présence des nouvelles puissances émergentes, en vertu de quoi le Brésil ne serait pas au sein du Conseil de sécurité. Le Japon, donc ces pays-là doivent être membres, il doit y avoir des pays d'Afrique aussi, bien sûr. Bon. Et deuxièmement, on doit avoir un modèle nouveau dont l'Europe pourrait être source d'inspiration. Ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup d'être venu sur notre plateau. Quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine avec un nouvel invité. Et d'ici là, restez connectés.